Bonjour Reda Bereili, bienvenue sur notre chat Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Donc du coup, on va commencer par une présentation de ton travail, et ce d'autant plus que lorsque j'ai fait des recherches sur toi, il s'avère que tu es sur plein de projets. J'ai axé mes recherches sur Club, qui est soutenu par la Fondation Ki. Et donc du coup, j'aurais souhaité qu'on débute cette interview avec ce travail que tu fais autour de Club et de la Fondation Ki, et puis nous expliquer également ce qu'est la Fondation Ki. Absolument, absolument. Merci Magali, merci Antoine pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Alors, en fait, c'est très simple. Mon parcours, c'est un parcours assez classique dans l'entrepreneuriat tech. Moi, j'ai à la base une formation d'ingénieur informatique. Je suis né, j'ai grandi au Maroc, j'ai commencé à coder très tôt dans ma vie et en fait, j'ai très rapidement su ce que j'allais faire de ma vie, à savoir monter des boîtes dans la tech. Et donc, j'ai monté pas mal de boîtes, dont une qui s'est fait racheter en 2017 par le groupe Accor. C'est une boîte technologique qui faisait en fait, de la location de maisons de vacances avec service hôtelier, mais qui s'appuyait sur une technologie que j'avais créée qui permettait de rendre les opérations de la gestion de maisons de vacances plus scalables. Et après ça, en fait, je me suis beaucoup intéressé à la crypto. J'avais surtout acheté des bitcoins en 2013 sur le conseil d'un de mes investisseurs à l'époque, sans savoir vraiment ce que c'était. Donc, j'en ai acheté quelques-uns, mais on va pas dire que j'ai fait le coup du siècle. Mais c'est en 2016-2017 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la blockchain et à la crypto, et surtout au concept de la monnaie et du partage de la valeur. Et c'est comme ça qu'est née la Key Foundation. En fait, l'objectif premier de la Key Foundation, c'est d'être les pionniers dans le concept du stakeholder capitalisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire primer les intérêts long terme versus les intérêts court terme à travers le partage de la valeur sur tous les parties prenantes d'un écosystème. Et en fait, on est aujourd'hui en train de... en fait, on est les premiers à prêcher et surtout implémenter cette vision à travers Ki et à travers Club. Parce que le Ki, qui est en fait notre propre cryptoactif, c'est le vecteur qui permet d'amener l'ensemble de la valeur d'un écosystème sur un seul et unique actif. Et aujourd'hui, la locomotive de la Key Foundation, jusqu'à aujourd'hui, ça a été Club. Et Club, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, j'ai envie de dire, la banque privée du futur qui rend l'inaccessible accessible aux gens qui n'ont pas accès à des opportunités d'investissement qui sont aujourd'hui très confidentielles et pas facilement accessibles. Et donc voilà, à travers Club, aujourd'hui, on a une communauté de 600 personnes qui ont investi plus de 15 millions d'euros ces 2 dernières années sur des opportunités. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de Ki qui sont verrouillés, stakés pour pouvoir bénéficier des services de Club. Et on a aussi et surtout lancé des produits structurés crypto à rendement qui sont sans risque de contrepartie, qui permettent de bénéficier de rendement sans avoir la peur de vivre un FTX-like ou un Celsius-like. C'était une question qui était en train de popper un peu dans ma tête. Comment vos investisseurs ont appréhendé l'année 2022? L'année 2022, en fait, vraiment, c'était une année riche en rebondissements. On a eu Terra Luna en avril-mai 2022, qui nous a nous-mêmes aussi causé beaucoup de tort, parce que en fait, la Key Foundation et le Ki est dans l'écosystème Cosmos, et on avait une pool de liquidité. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, une pool de liquidité, c'est la liquidité disponible sur un marché qui permet de répercuter les ordres de vente et d'achat sur un actif. Et en fait, cette pool de liquidité, on avait une pool de 2 millions d'UST dessus. Donc, en fait, on a perdu presque 2 millions de dollars de profondeur de liquidité en l'espace de quelques jours. Et donc, ça a été assez violent, mais on a réussi à repartir quand même, malgré ça, jusqu'au mois de novembre où FTX a à son tour fait des siennes. Et là, en fait, c'est tout l'écosystème crypto qui souffre parce que FTX, c'était, en fait, j'ai envie de dire, sans cynisme, un peu le casino géant de la crypto qui permettait aux gens en fait, de gambler, tu vois. Donc, la finance en règle générale, à travers les positions long, short, à levier, c'est du gambling. Ça crée de la liquidité, ça crée du volume, ça rémunère des gens qui prêtent des actifs. C'est toute une activité économique qui a disparu aujourd'hui avec FTX qui a disparu, et donc tout un pan de la liquidité dans la crypto qui a disparu. Et ça, en fait, tous les projets crypto aujourd'hui le voient. J'ai lu un article il n'y a même pas une semaine qui montrait que clairement, aujourd'hui, on a atteint les niveaux de liquidité pré-Covid dans le monde de la crypto pour pas la même capitalisation boursière. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que les market cap globales qu'on a dans la crypto
sont maintenus très, 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 très fragilement par une liquidité qui n'est pas à la hauteur de cette market cap. Oui, oui, oui. Et comment vous avez, quelle a été la solution pour sortir de cette situation en 2022? Vers qui vous vous êtes tourné un petit peu pour essayer de sortir de tout ça? Parce que comme tu dis, en effet, FTX, il y a eu des dommages collatéraux assez, je pense à Three Arrows Capital, enfin, il y a eu plein de dommages partout, jusqu'à Genesis, enfin, ça a eu des répercussions. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours été très précautionneux sur les acteurs avec qui on travaillait, sauf effectivement quand on a utilisé l'UST comme contrepartie dans une pool de liquidité, mais parce que c'était notre seule option pour avoir une pool stable dans l'écosystème d'Osmosis. En fait, le vrai sujet, c'est que nous, de notre côté, on a juste continué à construire et continuer à créer de la valeur. En fait, il n'y a pas de personne vers qui se tourner. C'est on crée un produit qui plaît aux gens et on fait en sorte que les gens utilisent notre produit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Club, en fait, notre approche, c'est d'investir plutôt dans des entreprises de l'économie réelle. Si tu regardes, en fait, mon profil LinkedIn, tu m'as dit au début, je suis impliqué dans plein de projets. En fait, je suis investisseur dans plein de projets. C'est ça. Et en fait, ces projets, ce sont des projets, tous, en tout cas, depuis 2020, c'est des projets qui ont des opportunités d'investissement qui ont été présentées à la communauté de Club. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous venez de la crypto et que vous rejoignez Club, vous avez accès à un deal flow, donc à des deals auxquels vous n'auriez pas accès traditionnellement, parce que, en fait, c'est des deals qui sont confidentiels, qui sont de très grande qualité, avec des entrepreneurs de très grande qualité qui exécutent et qui créent de la valeur. Et après, à côté de ça, on n'a quand même pas délaissé la crypto. Donc, on a créé des produits structurés crypto à rendement sans risque de contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot, cette phrase un peu complexe? C'est qu'en fait, la majorité des produits à rendement qui sont proposés par les exchanges centralisés, en fait, se basent quand même sur la confiance du tiers parti qui propose ce rendement. Donc, en fait, en gros, par exemple, Celsius, FTX et compagnie, quand ils vous disaient mettez des sous chez nous, on vous fait 8% de rendement annuel, il fallait faire confiance au fait que, en fait, leur stratégie de risque et de rendement était calibrée pour que tu récupères ta contrepartie. Et en fait, alors, j'aurais peut-être dû alerter les gens plus tôt sur ça, mais début 2022, on parlait avec, c'était Celsius, qui nous avait proposé de fournir leur offre à rendement à notre communauté. Et quand on leur a demandé comment ils faisaient leur rendement, ils n'ont pas voulu nous le dire. Et donc, en fait, derrière, on a creusé et on s'est rendu compte que leur stratégie était totalement folle. Et du coup, on s'est dit, mais attends, si Celsius fait ça, est-ce que les autres ne feront pas la même chose? Et en fait, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on construise notre propre offre de produits à rendement qui, certes, ne protège pas contre la volatilité. Donc, en fait, aujourd'hui, on a lancé un premier produit qui s'appelle Cosmos Core, qui expose à 7 assets de l'écosystème Cosmos, qui fait un APR de à peu près 20% annuel, mais par contre qui est volatile. Donc, en fait, vous êtes quand même soumis à la volatilité, mais en même temps, tout est on-chain. Donc, en fait, il n'y a pas de risque à ce que, même si demain Club, par exemple, fermait, vous aurez toujours la contrepartie disponible on-chain et la capacité à la récupérer. Protégé par la décentralisation. Pardon? Protégé par la décentralisation. C'est exactement ça. En fait, on n'a jamais voulu aller à l'encontre de la vision principale qui est celle de la décentralisation et comment est-ce qu'on enlève le tiers de confiance pour être sécurisé par cette décentralisation. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ces produits et bientôt, donc en septembre 2023, ils vont être distribués à travers Atlas, qui est en fait le premier DEX compliant qui permet de bénéficier de produits à rendement et même des produits de la vraie vie, parce qu'on va bientôt aussi pouvoir donner l'accès à la tokenisation d'actifs réels. Ah, ça c'est vraiment alors pour le coup, je fais un tout petit crochet par mon travail, mais c'est à mon sens le sujet 2023, la tokenisation des actifs réels. Je trouve que c'est ce qui a popé le plus et ce qui a intéressé le plus de personnes qui se sentaient pas forcément concernées par les actifs, par la blockchain, etc. Et si jamais tu veux creuser un petit peu le sujet, moi je trouve ça très intéressant et à mon sens,
c'est vraiment ce vers quoi se tourne la finance traditionnelle. Je crois que c'était en 2021 ou en 2022, j'étais speaker à l'OCBF. Et ce que je disais en fait aux financiers sur place, je leur disais soit vous disruptez votre modèle économique et vous partez vers la décentralisation et la technologie blockchain, soit vous allez vous faire disrupter et dans une dizaine d'années, vous ne serez plus là. Oui. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons plus de transparence, nous voulons plus de visibilité et de lisibilité en tant que client, en tant que retailer. Et la technologie blockchain répond à cette problématique. La blockchain, la décentralisation, la transparence et l'accès à l'information apportent ce qui a disparu ces dernières années, qui est le trust, la confiance. Mmh. Donc en fait, c'est grâce à la confiance qu'on a la possibilité de travailler de façon sereine. Et je pense que la tokenisation des actifs, c'est le premier step vers la capacité que les gens auront à investir en toute confiance dans tout type d'actifs grâce à cette décentralisation et surtout à la lisibilité sur les modèles économiques. Parce que moi, j'ai aucun problème à ce qu'un broker prenne une commission sur une transaction ou sur un rendement qui est fourni. Mais j'ai besoin de visibilité et de lisibilité. Quand je dépose mon argent dans un fonds et que au bout de 2 ans, on m'a dit tu as fait moins 1,5% et que je vois que le marché il a fait plus de 100%, j'ai envie de comprendre pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours un millefeuille de fees qui s'est créé entre les différents brokers et les différents acteurs du marché financier, ou même au moment où tu souscris dans un produit, tu es déjà à moins de 10%, parce que tu as des gens qui se sont gavés en fees. Donc ça, c'est un problème. Et les gens ne le savent pas. Et grâce à la décentralisation et grâce à la technologie blockchain, on le saura déjà parce qu'on va enlever une partie des tiers de confiance. C'est le protocole qui va devenir le tiers de confiance. Mais il y aura quand même toujours les structureurs, il y aura quand même toujours les gens qui seront là et qui pourront se rémunérer sur une vraie offre de service qui est fournie aux investisseurs. Et donc, en fait, le premier step, c'est ça, c'est la tokenisation avec un protocole standard. Et le deuxième step, c'est j'appelle ça la liquéfaction, à savoir comment est-ce que ces éléments tokenisés peuvent, à travers des protocoles, devenir liquides et échangeables facilement, de façon totalement streamlinée. Bonjour Reda. J'avais une petite question sur le nombre d'employés actuellement sur Club. Oui, on a une vingtaine d'employés aujourd'hui chez Club. D'accord. Et sur le jeton, on peut le retrouver sur quel échange si on souhaite l'acheter? Aujourd'hui, il est uniquement disponible sur Osmosis. Il y a bientôt des petites nouvelles qui vont arriver. On est en train de travailler très sérieusement sur une petite annonce qui va être assez sympathique, qui nous amènera à être plus largement disponible sur les marchés. Et l'APR est de combien actuellement sur le staking? L'APR aujourd'hui est de 16%, mais ça va vite bouger. En fait, on a fait une AMA la semaine dernière où on a expliqué la nouvelle stratégie du XKI 2.0. On a fait évoluer le KI vers un nouveau modèle où l'APR va tendre vers 1%, donc l'inflation va tendre vers 1%. Mais par contre, il y aura beaucoup plus de redistribution de la valeur et de la richesse créée à travers la keychain. On intègre aussi un nouveau système qui est en fait ce qu'on appelle le usage tax. Où en fait, les applications qui créent de la valeur sur la keychain seront taxées à hauteur de 15%, en tout cas au début, pour une redistribution en key sur l'écosystème. Sur les frais de transaction, les 15%? Pas les frais de transaction, sur la valeur générée. Sur la valeur générée totale Au niveau applicatif, ouais. Au niveau applicatif et non pas au niveau protocolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de transaction, c'est de la valeur protocolaire. Donc, c'est de la vélocité qui est créée à travers le protocole. Mais par contre, une blockchain peut avoir des applications qui vivent par-dessus. Ces applications créent de la valeur qui est décorrélée de l'actif en lui-même. Et donc, en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'une blockchain, qui est le protocole et l'infrastructure, peut capter une part de la valeur applicative. Et c'est ce sur quoi on travaille, c'est la capacité à capter une part de la valeur applicative pour que le protocole et l'infrastructure puissent en bénéficier. Tout comme quand on habite en France, on paye des impôts parce que on bénéficie des routes, de la sécurité, de l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc., etc. D'accord, merci. C'est très clair. Et j'avais une question sur la nouveauté d'Atom, sur Atom Accelerator. Comment tu prends cette nouvelle? Comment tu prends les nouveautés d'Atom sur la nouvelle route que Atom prend? Comment tu vois les choses? Je pense que c'est la bonne direction. Nous, on est des fervents supporters de Atom Accelerator et aussi des équipes derrière Atom Accelerator.
On pense que l'approche est bonne. D'ailleurs, on va bientôt faire des choses ensemble. On pense que c'est une très bonne chose pour la valeur économique de l'écosystème Cosmos. D'accord. Et comment vois-tu cette sécurité partagée pour les nouveaux entrants? Trouves-tu que c'est un peu facile ou malgré que le testnet se passe bien, que c'est normal d'attribuer tout de suite, si tout va bien, d'intégrer le projet comme ça? Enfin, aussi simplement, tu trouves que c'est une méthode qui sera nouvelle et enfin, faut tester ou comment tu vois les choses sur ces projets-là qui vont vite apparaître? Si je me trompe pas, il y a déjà Neutron qui est passé en mainnet et qui a le shared security. Il y a eu Tout à quelques fait. petites difficultés d'un point de vue technique, mais c'est la vie, c'est normal, hein. Il faut y aller et il faut tester et il faut galérer pour corriger et réussir à aller de l'avant. Je pense que le modèle est top, vraiment. Je pense qu'il faut juste vraiment bien valider la faisabilité technique et la scalabilité du modèle d'un point de vue technique. Nous, en tant que validateurs, parce qu'on est aussi validateur de la chaîne Cosmos et de nombreuses autres chaînes de l'écosystème Cosmos, ben en fait, ça coûte cher de faire tourner une infrastructure qui tient la route. Donc, en fait, comment est-ce qu'on fait en tant que validateur pour être rentable avec un modèle qui est difficile à tenir? Mais j'y crois, j'y crois. Après, je pense qu'il faut être un peu plus précautionneux sur les projets qu'on accepte d'onboarder avec le shared security. Tout à fait. Et sur le liquide staking, qu'en penses-tu? Je vois que cette année, il y aura beaucoup de liquide staking sur les projets. Moi, je trouve ça utile dans l'écosystème. Et toi, comment tu le vois? Écoute, c'est une très bonne question. Nous, alors, à travers la Key Foundation, on fait partie des premiers investisseurs de Quicksilver. On croit énormément dans l'équipe de Quicksilver. Le liquid staking permet de financiariser la sécurité à travers les staked assets, continuer à bénéficier de la sécurité tout en bénéficiant de la liquidité. C'est assez opposé à la philosophie du staking, parce qu'en fait, en gros, Tout à fait. tu fais la contrepartie de la liquidité pour bénéficier du rendement et de la sécurité. En même temps, je pense qu'on n'empêchera jamais les humains de créer des innovations financières et voilà, je pense qu'à terme, il y aura une sorte de discount sur les actifs liquid staked qui en fait retranscrira quand même la contrepartie d'utiliser les liquid staked assets versus les assets normaux. Mais Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui te réjouit sur, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas le même montant et c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait de la liquidité dans la paire, sinon ça sert pas à grand-chose. en fait, ça me Et réjouit parce que grâce à ça, tu peux faire tu vois, en fait, aujourd'hui, si tu veux avoir de la liquidité sur un actif pour faire de la collatéralisation, pour obtenir une ligne de crédit ou autre, le faire avec des actifs non stakés, c'est perdre aussi la valeur de l'inflation pour bénéficier d'une ligne de crédit et donner libre cours au protocole qui fournirait ce service, de les staker et donc de potentiellement créer un risque de bank run sur de la liquidation d'actifs. Enfin, bref, en fait, en gros, oui, je pense que c'est un mal nécessaire, le liquid staking. oui, tout à fait, tout à fait. Et j'aimerais aborder aussi l'histoire de la gouvernance sur votre projet. Du coup, la gouvernance est ouverte, il y a souvent des propositions. Comment vous est-ce qu'il y a des votes internes et puis après enfin, comment est gérée la gouvernance chez vous? Écoute, c'est une bonne question. Jusqu'à aujourd'hui, on avait une approche managériale très centralisée sur la keychain pour pouvoir avancer vite. Mais là, on est de plus en plus en train de décentraliser la gouvernance, de DAOiser un peu l'ensemble de notre activité. Donc, on augmente le rythme des propositions de gouvernance. On est aussi en train de laisser plus d'espace à la communauté pour échanger, discuter et parler de l'avenir de ce qu'on construit. Donc non, c'est pour nous en fait c'est l'avenir. L'avenir c'est de pouvoir quand je parle du stakeholder capitalisme, c'est pas juste des paroles ou des effets de manche, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte que une communauté informée, éduquée a la capacité d'agir sur le futur de l'écosystème dans lequel elle évolue. Mais ça nécessite quand même la transparence, l'information et l'éducation. Tout à fait d'accord. D'accord, c'est un point que vous essayez de faire évoluer pour cette année.
D'accord. Justement, quelles sont vos démarches et vos actions pour que la communauté soit informée, etc. Et ce, d'autant plus, c'est quelque chose dont je parlais déjà lorsqu'on a eu Camben Brick d'Imperator. Et ce, d'autant plus que vous êtes sur des blockchains, que ce soit Osmosis, Cosmos, qui ont justement le besoin de faire ces recherches pour, par exemple, je pense au airdrop sur Cosmos. Fallait forcément faire ses recherches sur Twitter, passer par des comptes instruits, etc. Et est-ce que vous avez mis en place un blog ou quelque chose qui permet justement d'éduquer et de former les gens? Alors, ça passe souvent par l'information. Nous, notre objectif, c'est d'avoir plus de visibilité sur ce qu'on fait au niveau de la Key Foundation, au niveau de club. Donc en fait, ça passera par plus de community calls, plus d'AMA, plus de lisibilité aussi sur notre site. Si tu regardes bien, si tu descends, tu as aussi les fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui vont bientôt arriver. Donc, en fait, l'idée, c'est comment est-ce que on apporte plus de lisibilité et plus de lecture sur comment, pourquoi et où on va à travers en fait notre travail. C'est super intéressant et je passe un peu du coq à l'âne. C'était une autre question qui a popé un petit peu parce que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Tu as eu des BTC en 2013. Ça ouvre les perspectives des contes et légendes de Bitcoin. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé justement avec ce conseil? Tu nous parlais d'un investisseur à l'époque et j'enchaîne un tout petit peu sur une deuxième question qui est, tu nous as évoqué ton parcours. Donc tu viens du Maroc, quelles études tu as faites, etc. pour en venir au Web3, à la crypto et puis à qui? C'est quelqu'un que vous connaissez forcément parce que c'est une des figures aussi emblématiques de la crypto dans l'écosystème français, Frédéric Montagnon, qui est le fondateur d'Ariani, LGO. Et en fait, c'était mon premier mentor et investisseur sur une de mes boîtes en 2011-2012. Et c'est en 2013 qu'il m'en parle. Il me parle de Bitcoin. Alors que j'en avais déjà entendu parler en 2011, mais sans vraiment creuser sur Twitter, je me souviens. Et en 2013, il me dit ouais, regarde ça, c'est pas mal. Avec Julien, donc son associé, qui était aussi un de mes investisseurs, il me dit on fait du trading sur Mt. Gox. Et du coup, moi j'en achète. donc moi j'en achète, mais vraiment pas beaucoup. J'en ai acheté 6. Et voilà, j'ai juste oublié ces bitcoins pendant une longue période. Et c'est en 2017 quand ma boîte se fait racheter par Accor que je commence à voir cette histoire crypto, blockchain, machin. Et je me dis, mais attends, mais j'avais acheté des bitcoins, ouais, je les ai sur mon wallet, machin. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, ah ouais, quand même. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la philosophie de la centralisation, de la blockchain, du trust, en fait. Comment est-ce que grâce à un environnement trustless, on a la possibilité de vraiment trust un écosystème? Et donc, c'est ça qui m'a vraiment intéressé à l'époque. En fait, par rapport à mon parcours, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. J'ai commencé à coder quand j'avais 11 ans. J'ai fait mon premier site internet à cet âge-là. J'étais même passé à la télé au Maroc parce que j'étais le premier Marocain à avoir fait un site internet avant même notre fournisseur d'accès internet. Félicitations. C'est un site sur les Pokémon. Et c'était à ce moment-là, j'ai su que c'était ce que j'allais faire de ma vie. À 14 ans, je voulais monter une start-up. Donc, j'ai lancé le truc, ça s'appelait Publicite. C'était pour aider les gens qui ne savaient pas coder à créer des sites. Et puis après, je suis venu en France faire une école d'ingé. J'ai fait l'INSA Lyon. Julien, d'ailleurs, notre CTO, a lui aussi fait l'INSA Lyon. C'était un collègue de l'INSA. Et voilà, j'ai très tôt commencé à créer des startups, même quand j'étais en études. Et en 2011-2012, je crée une startup qui s'appelait Mixo TV. C'était un guide télé personnalisé social qui s'appuyait sur la technologie de l'analyse sémantique. On faisait de l'extraction d'entités nommées sur du texte brut qui permettait de faire de la recommandation personnalisée sur des programmes télé. Et on arrivait à augmenter les taux de transformation sur des programmes télé grâce à ces technologies-là. On arrivait à recommander quel programme tu allais regarder grâce à ton graphe social. Et en fait, c'est un peu de la manipulation parce qu'en fait, en gros, on arrivait à identifier quelles étaient les personnes dont tu étais le plus proche et qui t'inspiraient le plus. Et ça, on le faisait juste via de l'analyse de comportements sociétaux et sociaux
En gros, on voyait les personnes chez qui tu commentais le plus sur Facebook et qui te répondaient le moins. Et en fait, et là, on se rendait compte que c'était les gens that you looked up for, tu vois, enfin, qui sont importants à tes yeux. Et donc, si ces personnes-là te recommandent des choses, bah, ça aura beaucoup plus d'impact que si c'est d'autres personnes qui te recommandent des choses. Et donc, en fait, grâce à ça, on arrivait à multiplier par 4 ou 5 les taux de transformation. Et on a utilisé cette techno. La boîte a failli se faire racheter par un grand groupe média français, mais finalement, ça s'est pas fait. Gros échec pour des raisons purement bad luck. Et après ça, j'ai monté Square Break avec 2 associés. Et ça a cartonné en l'espace d'1 an et demi. En fait, on s'est fait racheter par le groupe Accor parce qu'on avait une très belle boîte, une très belle techno aussi. En fait, en gros, le cœur de ce que je fais, c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre à un vrai problème business grâce à une vision produit, tech, business. C'est comment est-ce qu'on connecte ces 3 éléments-là pour apporter des réponses et des solutions. Et du coup, justement pour l'avenir, je suppose qu'il y a de nouvelles réponses et de nouvelles solutions que tu souhaites aborder et apporter. Est-ce que tu veux nous en parler? En fait, absolument. Aujourd'hui, la problématique principale à laquelle on répond, c'est le partage de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour partager de la valeur? Regarde, si tu regardes là, tu es en train de regarder Club Staking, qui est en fait notre infrastructure de sécurisation des blockchains, de l'écosystème Cosmos. Aujourd'hui, on voit toutes les chaînes où on peut déléguer. Aujourd'hui, on est la seule infrastructure qui reverse 33% de ses revenus en qui à ses délégateurs. Donc aujourd'hui, quand tu délègues tes actifs au validateur Club Staking, 33% de la commission qui est prise est reversée au délégateur. En qui? Et en fait, c'est une des premières implémentations du stakeholder capitalisme. Ça veut dire que aujourd'hui, tu es membre de l'écosystème, ça veut dire que tu bénéficies d'un service chez nous, et ben on te partage un actif qui représente la valeur long terme de notre écosystème. Chez Club, c'est pareil. En fait, quand tu rejoins un club, le premier investissement que tu fais pour pouvoir bénéficier de la valeur de Club, c'est d'acheter des keys. Tu achètes des keys parce qu'on a en fait plusieurs rangs, Titanium, Black, Black Elite, en fonction du nombre de keys que tu détiens. Et en fait, ça te permet de bénéficier de discounts sur les commissions qu'on prend. Notre modèle économique, c'est de prendre 20% de commissions sur les plus-values et on te reverse entre 25 et 90% de cette commission en fonction du rang que tu as chez Club. Et ça, en fait, ce rang, cet engagement est représenté par un actif. Et cet actif, c'est le key. Et du côté des validateurs, du coup, ils apprécient cette formule? Les validateurs, on a eu un petit backlash à un moment, mais ça a duré 3-4 jours. Mais à un moment donné, en fait, c'est une question de modèle. Oui, mais c'est un nouveau modèle. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que vous et du coup, j'aimerais bien connaître l'avis de certains validateurs. Alors oui, ça doit faire du bruit et pas plaire à tout le monde au début, mais un coup ça a fait un peu de bruit, mais ça s'est vite passé. En fait, c'était plus d'autres validateurs qui ont essayé de faire ça, mais pour faire pumper un actif qui n'avait aucune substance. Il y a eu des validateurs qui ont fait ça. Nous, en fait, notre actif, le key, c'est un actif qui a une substance, qui a une substance par l'existence de Club, qui a une substance par l'existence de Club Staking, qui a une substance aussi à travers Cosmos Core, qui a une substance aussi à travers d'autres actifs. Donc, en fait, on est en train de développer un écosystème d'une richesse telle que tu vas avoir une sorte de diversification de valeurs sous-jacentes qui crée la solidité de cet actif. D'accord. Tout à fait, d'accord. Et vous avez déjà des entreprises qui travaillent avec le jeton Key? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent avec vous? On en a une, c'est Club, déjà. Oui. Et on en a 2 autres dans le pipe. L'idée, c'est de bien faire les choses. En fait, on ne veut pas faire les choses à moitié. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on a délivré, en fait, Club, c'est vraiment un produit de qualité. On a aujourd'hui presque 92 à 93% des membres qui sont rentrés chez Club, qui sont toujours chez Club et qui continuent de bénéficier des services de Club. Quand on regarde aussi sur le validateur Club, il y a plus de 50 millions de keys qui sont stakés juste pour bénéficier des services de Club, qui sont stakés par des vrais humains pour bénéficier des services de Club. Et donc ça, en fait, c'est un modèle qui prouve sa résilience et sa force, même en contexte de bear market. Les membres, vous en avez de partout dans le globe? Uniquement en Europe. D'accord. Faut savoir que Club, c'est une boîte 100% régulée et tout ce qu'il y a autour. On est enregistré PSAN, on est agent de PSI, on est bientôt agent de PSP. Donc, en fait, on a toutes les licences et les enregistrements nécessaires pour pouvoir faire notre activité.
D'accord. Ah, vous avez réussi à avoir le PSAN, du coup. On l'a eu même avant Binance, hein, si tu veux tout savoir. Et justement, comment vous avez appréhendé? Ah bah ça a dû être, je réfléchis à 2022 plus derrière tout ce qui s'est passé autour de la régulation en France. Comment vous avez appréhendé cette période? Vous aviez peut-être déjà le PSAN du coup. Nous, en fait, dès 2020, on a commencé à travailler sur ces sujets-là. En fait, dès le début, notre approche, c'était de nous dire, on va être les acteurs les plus régulés, les plus droits et clean sur ces sujets-là, parce qu'on savait, en 2020, on savait que euh, ce qui s'est passé là allait se passer. Donc, on s'est dit, en fait, dès le début, il faut aller chercher ces licences et ces enregistrements, parce que ça nous donnera ce edge régulatory qui fera que y en a plein qui arrêteront de travailler et nous, on sera toujours là. Non, puis ça va être un problème. Enfin voilà, grosso modo, si tu veux que des médias parlent de toi, il faut avoir ce PSAN maintenant. Ou bientôt dans un futur très proche, il faudra l'avoir obligatoirement quoi. Donc je trouve ça, j'avais pas vu que vous aviez le PSAN. Et je rebondis un petit peu sur le club. Je voyais au-delà des cryptos, vous proposez également certains avantages. Alors, je les ai pas sous les yeux. Je sais pas si Antoine a préparé. J'ai cru voir que vous pouviez, que les gens qui faisaient partie du club avaient accès à certains peut-être tarifs préférentiels ou je sais plus comment. Absolument. Pour des voyages, etc. Et ça, justement, ça doit être une manière de garder vos investisseurs aussi. En fait, il y a trois piliers chez Club. Le premier pilier, c'est l'investissement. C'est comment est-ce qu'on accède à des opportunités d'investissement uniques qui sont habituellement inaccessibles et qui deviennent accessibles à travers Club, à travers une application de dingue, super stylée, qui marche bien. Ouais. Le deuxième truc, c'est la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre communauté, on n'a que des gens exceptionnels. C'est sur candidature. Hein. On a eu plus de 10 000 applications pour rejoindre Club. On en a 600 qu'on a fini par faire onboarder sur Club. Et l'idée, c'est qu'on a une communauté de qualité qui s'engage et qui crée de la valeur aussi entre elles. On a des événements, on organise des événements. Récemment, on a fait le Clubs Gathering, où en gros, c'est la communauté qui se retrouve autour de thématiques et de sujets. Et c'est dingue de voir la valeur exponentielle qui se crée via ces rencontres-là et via ces échanges. Et le troisième pilier, c'est le lifestyle. C'est comment est-ce que, à travers le lifestyle, on arrive à créer cette émotion qui permet d'être encore plus engagé et encore plus créer de valeur avec la communauté. Non, je tenais à en parler parce que je trouvais que c'était intéressant et assez inédit. Ça a l'air d'être assez accessible au final pour votre communauté de pouvoir se réunir, de pouvoir se rencontrer autour d'une bouteille de vin dans une île paradisiaque. Enfin voilà. Et du coup, je trouvais que ça avait une incentive qui était assez intéressante pour l'investisseur et puis pour l'atmosphère quoi entre tout le monde. Absolument. Donc voilà, merci Antoine d'avoir passé les images, j'ai vu que tu avais trouvé. Non, puis c'est à Paris en plus. Les événements se trouvent souvent à Paris? Absolument, absolument. D'accord. Et moi, j'avais une petite question sur le recrutement. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en ce moment? Alors, en ce moment, pas vraiment. En fait, notre équipe est au complet. Par contre, il y a des projets qui sont en train de se monter dans l'écosystème de la Key Foundation. Donc, en fait, effectivement, il y a des recherches de gens dans la. Donc, au niveau de club, on est au complet. Mais sur les autres sujets, s'il y a des gens dans la tech qui cherchent à rejoindre cette vision du stakeholder capitalisme et à continuer à créer de la valeur de façon plus sustainable, et en fait, n'hésitez pas à venir me contacter sur LinkedIn. Je suis toujours à l'écoute. Oui, puis on peut retrouver tous tes liens en bas. De toute façon, tous les liens sont là. Ils seront dans la description de la vidéo. Et j'avais une dernière question. Peut-être comment vous sélectionnez les projets qui viennent avec, qui s'embarquent dans l'aventure Comment vous les sélectionnez avec vos investisseurs, entre core team? Comment ça se passe un petit peu? Il y a un vote de gouvernance. Par exemple. Alors sur les projets qui se lanceraient dans l'écosystème de la Key Foundation, aujourd'hui c'est plutôt en fait des gens des entrepreneurs de haute qualité avec qui on discute, qui ont pour intérêt et qui croient dans la vision qu'on porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même déjà suffisamment difficile
de trouver des gens de qualité et qui ont la capacité à exécuter des projets complexes pour en fait passer sur une méthodologie en mode gouvernance ouverte. Donc, on est plutôt sur une approche d'analyse interne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, de mon côté, je suis investisseur depuis un petit moment. En 2017, j'avais été approché aussi par la Caisse des dépôts du Maroc pour lancer un fonds d'investissement pour les startups qui s'appelle 212 Founders. Vous avez dû le voir sur mon profil LinkedIn. Donc, je suis membre du comité d'investissement. Je fais aussi partie de ceux qui sélectionnent les projets. Donc, en fait, ce sont des méthodes qui sont assez éprouvées qu'on utilise pour évaluer la capacité d'une équipe à exécuter une vision et à l'amener là où elle doit aller. Oui, ça souligne un petit peu des fois le problème, c'est pas forcément le projet, c'est par qui il est porté. C'est l'équipe. J'ai toujours dit, je préfère une bonne équipe avec une mauvaise idée que une très bonne idée avec une mauvaise équipe. Ça fait sourire parce que je suis un peu comme ça aussi. Et moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. C'est un projet très intéressant, d'autant plus que le côté, si vous êtes investisseur chez nous, il y a des incentives irréels, vous pouvez vous réunir sur Paris, etc. Je trouve que ça permet de rejoindre, de récupérer des investisseurs aussi bien du côté non crypto, mais des gens qui sont plus investisseurs type limite Lions Club. Enfin, Lions Club, c'est une association, mais des investisseurs un peu à l'ancienne. Et à l'inverse, vous pouvez également attirer des crypto-bros qui connaissent pas forcément, qui connaissent plus les cryptos que le monde de l'investissement au final. Et du coup, je trouve que c'est très complet. Et justement, ça amène ma dernière question. Comment vous voyez l'avenir des crypto-monnaies et la possibilité d'une adoption de masse ou pas? Pour moi, je la vois inéluctable. Maintenant. Comment? Non, mais il y a deux choses. Je pense qu'il y aura toujours des meme coins en mode PP, Dogecoin et compagnie. Pourquoi? Parce que c'est du marketing, parce que c'est du gambling, tu vois. Enfin, c'est la capacité des gens à se dire je vais gamble et je vais récupérer du cash de façon plus transparente que à travers des plateformes comme je sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a encore, hein, des trucs de options trading, binary options, machin, toutes ces conneries là, qui sont en fait des purs scams dans lesquels les gens s'engouffraient, mais sans aucune lisibilité ou transparence. Donc en fait, toujours ça. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent gagner rapidement de l'argent et qui vont s'engouffrer dans ces conneries. Donc ça existera toujours. Le deuxième truc, en fait, qui existera, mais par contre, ce qui cessera d'exister, c'est des cryptos qui sont purement basés sur, en fait, comment dire, des projets foireux. C'est comme, en fait, on peut voir des entrepreneurs qui lancent des startups, mais qui n'ont aucun product market fit, aucun usage, aucun intérêt. Et en fait, c'est la même chose avec les cryptos qui vont se lancer où il n'y a pas cette force marketing, mais il n'y a pas non plus cette force business. Et en fait, c'est des trucs qui n'existera plus. Et on verra uniquement des cryptos et des projets qui s'appuient sur la technologie blockchain et la crypto, mais qui reversent d'une façon ou d'une autre la valeur qui est générée dans cet écosystème-là. Et c'est avec une utilité, pardon. Absolument. Et ça pour moi, c'est aussi bien commun aux cryptos qu'aux NFT d'ailleurs. Le NFT utilitaire, ne serait-ce que l'utilité dans le fait qu'ils permettent une appartenance à une communauté. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de NFT. Hein. Ah bon? Je t'ai fâché. Qu'on se le dise, les NFT, c'est un retour en arrière sur les utility tokens fongibles. Les NFT, pour parler de NFT comme un outil de partage de valeur ou de financiarisation, c'est une connerie. À moins que tu me dises, c'est vraiment un artiste qui a fait une œuvre d'art, et non pas générative, mais une vraie œuvre d'art qui est un NFT. Dans ce cas, tu me dis, le NFT est un vecteur d'expression de l'artiste. Là, je peux te dire, OK. Mais là, ça en revient à un clivage qu'on a eu. C'était super intéressant. On a fait un entretien avec Arc, qui est un artiste français qui fait des NFT. Et justement, il soulignait ce clivage entre
grosso modo, hein, ne me compare pas au NFT de telle grosse boîte qui fait son marketing. Moi, ça a été un moyen d'expression pour mon art, pour rendre visible mon art. J'entends très bien ce que tu dis et je ne prends pas en compte ce côté-là de l'écosystème qui est complètement galvaudé, qui contredit complètement le sens des NFT. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le NFT, en dehors de moyens de matérialiser une œuvre d'art, n'est qu'une solution technologique d'identification unitaire d'un objet. D'une information. Ou d'une information. Mais de là à dire, je vais apporter une valeur financière à un NFT et ça va être mon vecteur pour partager la valeur, mais je suis totalement désolé, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a aucune liquidité. En fait, si tu fais ce genre de choses, tu perds en fait la valeur même des cryptos utilitaires, c'est la liquidité, la capacité d'avoir de la liquidité et streamliner cette liquidité-là. En fait, c'est la raison pour laquelle les NFT ont bénéficié d'un coup de projecteur sur 2021-2022, c'est que les médias ne voulaient pas entendre parler de crypto, oui, mais ils voulaient entendre parler de NFT parce que c'était de l'art et donc on pouvait donner la parole à toute personne qui fait des NFT. Et pourtant, ça a été utilisé dans exactement le même sens que des cryptos utilitaires qui sont utilisés pour spéculer. Donc en fait, voilà, j'en ai marre en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, je te rejoins parce que en fait les nouveaux qui sont entrés, mais après pour sortir, vu qu'il n'y a pas de liquidité, c'est très compliqué et faire venir les nouveaux entrants directement dans le NFT. C'est vrai qu'il faut mieux comprendre d'abord comment c'est les cryptos avant que la technologie token non fongible. Ok, mais quand tu veux sortir, du coup, il y a le prix du floor et puis tu es obligé de Et mettre. j'allais parler de ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de floor price? Arrêtez de nous casser les couilles avec cette et histoire. de marché secondaire. Non, mais le floor price, ça n'a aucun sens. Oui. Le floor price, c'est le prix de vente, le dernier prix de vente d'un actif d'une collection, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, l'intérêt des gens pour une pièce ou une autre dans une collection ne sera pas le même en fonction de la rareté ou autre. Donc si tu arrives, tu me dis le floor price d'une collection, c'est $10 parce qu'il y a une pièce qui a été vendue à $10, mais arrête tes conneries, ça n'a aucun sens. Et en fait, le fait qu'il y ait une hétérogénéité entre les actifs d'une collection et de définir le floor price d'une collection sur la base du prix de la dernière vente, c'est une absurdité totale. C'est vrai. C'est complètement vrai. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. Mais c'est surtout pour les nouveaux entrants qui rentrent par les NFT, je trouve ça dommage. C'est dommage. Parce que ils peuvent pas sortir ils peuvent sortir souvent qu'avec une perte et c'est malheureux. Et puis c'est pas parce que vous achetez le NFT relié au Schtroumpf que vous êtes dans les cryptos. Et ça aussi, les gens des fois font l'amalgame et si je suis dans les cryptos, j'ai un NFT sur telle plateforme. Tu n'es pas sur la collection Bad Guys. Bad Kids, tu veux dire Ah oui, Bad non. Kids, excuse-moi. Non, mais en fait, j'ai acheté quelques NFT, mais des projets de potes. Mais vraiment, pour moi, c'était juste faire plaisir et rendre service. Et voilà. J'ai acheté des Schtroumpfs. C'est normal. Voilà. Mais pour moi, c'est pas un investissement. Non, enfin, c'est une collection, c'est le. Non, c'est pas un investissement. C'est pas. Et peut-être que j'ai tort sur certains produits, peut-être que non. Mais en fait, at the end of the day, ma vision de comment on peut utiliser la technologie blockchain et les cryptoactifs pour diffuser de la valeur, ça ne peut se faire qu'à travers des actifs fongibles. C'est tout. Oui. Je m'embarquerai pas, je saurais pas dire s'il y a du tort ou du raison, d'autant plus que pour moi, c'est super pertinent ce que tu dis. Je trouve juste qu'il faut trouver une limite, mais tu en as parlé toi-même, dans l'art où ton NFT artistique, en fonction de l'artiste, de la cote, etc., il peut s'avérer qu'il prenne de la valeur. Donc pour moi, la limite de ton discours, Que ce soit un NFT ou une photo ou un pot de fleurs avec la photo dessus, ce sera la même chose. C'est juste un vecteur, c'est un moyen d'expression. Donc ce n'est pas le fait que ce soit un NFT qui lui donne de la valeur. C'est le fait que l'artiste ait une intention de création et qui s'exprime via ce vecteur-là. Oui, tout à fait. Super intéressant. Est-ce que tu avais en ce moment, au-delà de Key Fondation, est-ce que tu avais des projets un petit peu que tu suivais, que tu regardais, que ce soit sur d'autres blockchains, que ce soit
dans les NFT. Enfin voilà, si jamais tu as d'autres projets qui t'intéressent en dehors de ton propre travail. Écoute, oui, on regarde pas mal l'écosystème Cosmos. Hein. On est des grands défenseurs de l'écosystème Cosmos. On croit énormément dans l'interopérabilité. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui a causé le plus de tort dans l'écosystème crypto en termes de hack, c'est l'absence de standardisation dans l'interopérabilité. IBC est pour moi une innovation critique. L'approche technologique qu'a eu l'écosystème Cosmos a été la bonne. On a totalement dépassé Polkadot et Substrate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on voulait choisir notre technologie blockchain, on a fait un vrai benchmark et un vrai audit de toutes les technologies blockchain existantes. Et les 2 finalistes dans notre benchmark, c'était Substrate, Polkadot et Cosmos SDK. Et en fait, l'approche philosophique de Cosmos SDK, ce qui a fait qu'on a choisi Cosmos, on faisait partie des 5 premières chaînes de l'écosystème Cosmos. D'ailleurs, un fun fact, Imperator, la première chaîne qu'ils ont validée, c'est la Keychain. On a été la première. Ils ont découvert l'écosystème Cosmos à travers nous. Et en fait, on était le premier projet français dans l'écosystème Cosmos. Et d'ailleurs, on a fait partie des 5 premiers projets au monde à utiliser Cosmos SDK. Alors, nous, notre approche n'a jamais été de faire du marketing, du bruit, machin, et de faire des choses totalement crypto, guys, friendly. On a plutôt été dans de la construction de valeur. Mais par contre, j'adore un projet comme Kujira. Kujira, pour moi, c'est la bonne approche. Alors, ils ont fait un truc et ils ont été très courageux sur ça et ils l'ont fait et ils ont bien fait parce que le bear market le prouve maintenant. C'est qu'ils n'ont pas mis d'inflation sur leur token. Et en fait, c'est uniquement de la vraie distribution de valeur sur la valeur générée par leur exchange, par leurs produits de liquidation, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est une super bonne approche. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que la première fois quand on délègue chez eux, ça induit en erreur parce que ça a délégué chez pas mal de petits validateurs. Et du coup, pour récupérer après, on paye beaucoup de frais. Alors qu'il fallait mieux passer par une autre interface et redéléguer en remettant. Et je trouve qu'au début, ça a vachement induit en erreur. Alors, ça a mis les jetons sur différents validateurs. Mais c'est vrai que c'est pour encourager la décentralisation. Mais l'UX, c'était pas mal quand même pour le premier produit comme ça. Après, c'est les premiers qui font un stablecoin l'USK. Et du coup, je trouve ça pratique aussi d'avoir autre chose sur la chaîne Cosmos. Voilà, il faut plusieurs stablecoins. Mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même à Luna, mais il y a des similitudes, en tout cas avec Luna. Et j'ai l'impression qu'il y a ça ressemble plus à DAI dans l'approche USK. Mais il paraît que Do Kwon était, jusqu'à son arrestation, fortement impliqué dans le développement de Kujira. Je trouve aussi qu'il y a des ressemblances, en tout cas, je trouve. Et ben, merci beaucoup, Reda, pour cet entretien. Merci, j'ai appris beaucoup de choses. Merci de nous avoir consacré un peu de temps. Merci beaucoup. Un plaisir. Un plaisir.